Alors quand on adopte, en fonction des pays dans lesquels on va adopter, on sait que les enfants risquent d'avoir des pathologies diverses et variées. Ça, je l'ai appris après par différents médecins. On sait qu'en Russie, une des pathologies, c'est l'alcoolisme fœtal. Mais alors, honnêtement, moi, ça ne me disait absolument rien. Voilà. Quand on allait, parce que pendant 9 mois, on fait des... C'est rigolo, 9 mois. Pour avoir l'agrément, on a des entretiens, on va à des conférences et on nous parle des risques un petit peu d'alcoolisme fœtal. Bon, ben, point barre, sans plus. Alors, pendant les premières années, je dirais, il y avait beaucoup de travaux physiques à remettre en état. Voilà, entre les dents, les oreilles, les intestins, le dos, donc c'était arriver à déjà remettre en état le petit bonhomme. Et puis tout ce qui était un peu difficulté qu'on aurait pu dire psychologique ou relationnel, à chaque fois que je commençais un petit peu à m'interroger, à en parler, on me disait « Oh bah oui, c'est l'adoption, c'est l'adoption ». Quand je disais « Mais j'étais mère adoptive, pof, c'est l'adoption ». Voilà. Donc il est entré tout de suite en deuxième section de maternelle et il a fait une scolarité normale jusqu'au CM2, mais avec des difficultés. Des difficultés de mémoire, des difficultés d'attention, un petit peu de comportement. Donc j'avais plus ou moins de l'écoute ou pas. C'est vrai qu'on a eu la chance, Pierre et moi, dans CM1, CM2, d'avoir une maîtresse qui sentait qu'il y avait quelque chose, qui a voulu vraiment le préparer pour la 6e, donc elle l'a pris en classe dédoublée, il était en petit groupe. Mais comme il y avait quand même des difficultés d'ordre relationnel et psychologique, ben, j'ai commencé à me poser des questions. Donc là, ça a été le grand vide. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Donc on a eu recours très tôt à des psychiatres qui n'ont servi strictement à rien, puisque Pierre me disait ben, je comprends pas ce qu'il veut, le monsieur. Je lui dis rien. Donc depuis l'âge de 8 ans, il y a eu psychiatre, psychologue. Mais bon, voilà. Aucun ne s'est posé la bonne question. C'est ça. Aucun ne s'est posé la bonne question. Après, en 6e, il est allé en 6e petit effectif. Je pensais que ça pouvait être une solution, mais en fait, c'était un petit effectif qui accueillait surtout les enfants qui étaient dyslexiques, dysphasiques, et on n'avait pas encore diagnostiqué Pierre, parce que moi, je ne savais pas où j'en étais et tout. Donc, de fil en aiguille, ben, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé les problèmes des enfants adoptés en Russie, et tout ça m'a emmené à une association en Belgique. Donc, je suis allée en Belgique, pour expliquer, après pas mal d'échanges par Internet, je suis allée en Belgique, j'ai rencontré une médecin, j'ai expliqué tout ça, mais elle m'a dit « mais votre fils souffre d'alcoolisme fœtal. Voilà, il a tous les signes, tout ce que vous me donnez, c'est l'alcoolisme fœtal. » Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, elle me dit « oh bah c'est pas facile, mais allez à Necker, il y a un médecin ou un professeur qui travaille sur globalement les handicaps liés à l'adoption. » Voilà. Donc on est allé à Necker, qui a confirmé le diagnostic, je dirais, SAF de Pierre, et qui m'a parlé de l'association Vivre avec le SAF, où il y avait des parents qui se trouvaient dans la même situation que moi. Au miracle, je n'étais plus toute seule. Donc là, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans les mêmes interrogations que moi, les mêmes difficultés, et certains commençaient à indiquer que à Debré, il y avait un médecin qui réfléchissait et qui se posait peut-être les bonnes questions, c'est le docteur Germano, qui est un soutien énorme, qui a été un soutien énorme.
Donc j'ai pris rendez-vous avec ce médecin qui a pu suivre Pierre quelques années parce que Pierre devenait grand. Et la majorité des personnes qui étaient à l'association avaient des enfants plus petits que Pierre. Pierre avait 15 ans. Donc de fil en aiguille, on va faire simple, donc il a été diagnostiqué par le docteur Germano, TESAF, en 2015 je crois. 2015, oui, il avait 15 ou 16 ans, voilà. Bon, donc là on avait au moins un document. On avait au moins un document qui disait, bon ben voilà, la Pierre a des difficultés, mais c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc on avait au moins un support. Mais après, faire entendre, je dirais, cet élément-là aux différents intervenants, ben pour eux, ça leur disait rien. Et c'est vrai que pour nous, parents adoptifs, c'est plus facile d'en parler et d'affronter ça, je le comprends, sans jugement de valeur. Hein. Oh là là, loin de là. Hein. Donc il était inscrit en 3e SECPA, et puis après, il y a eu tellement de problèmes médicaux que bon, je vous passe les détails, hein, les hospitalisations pour tentative de suicide, pour attitude répréhensible, etc., etc. Donc c'était haché. Il y avait l'école, l'hôpital, etc. Donc voilà, et au bout de presque, on va dire, petite année d'hospitalisation en psychiatrie, où c'est pareil, hein, ils essayaient de faire, mais ils se posaient pas forcément les bonnes questions, il est allé en IME, jusqu'à l'âge de ses 20 ans. Et à 20 ans, ben, ça s'arrête l'IME. Voilà, bon, on vous le rend. Alors, en plus, bah, bien sûr, c'est venu s'égreffer les problèmes judiciaires en tant que mineur. Donc, rappel à la loi, enfin bon, on en passe. Et puis après, ça a été plus grave parce qu'il était majeur. Et là, je dirais, ça a pris des proportions beaucoup plus graves pour lui dans les conséquences. Et puis, ben, par rapport aux faits, quoi. Mais tout ça, je dirais, c'était presque écrit. Parce qu'à chaque fois que j'allais voir les médecins, je disais, là, ça va pas. Là, ça progresse. Là, je n'arrive plus à le gérer. Il n'est plus en écoute avec moi. Il m'échappe. Et puis, bon, ben, faut pas non plus nier les choses. Les enfants handicapés ont une puberté et aussi une entrée dans la sexualité qui est très très problématique parce que déjà, je dirais, c'est une période difficile, je pense, pour tout enfant, parce que c'est très loin pour moi, l'entrée dans la puberté et dans la sexualité, qui n'est pas forcément facile. Je n'ose même pas vous parler des aléas des réseaux sociaux et d'Internet. Mais alors, quand vous avez cette période-là et que vous êtes handicapé, alors là, plus personne ne vous écoute. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle vient de me parler là, la maman? Sexualité handicapée, ah non, 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 mais non. Non, non, on parle pas, on voit pas, on sait pas, on dit rien. Comment vous faites? Ben, en tant que maman, vous essayez de gérer. Et puis ça finit là où ça finit. Pierre a été diagnostiqué. Alors il faut savoir que le SAF, ou le TSAF, hein, c'est le trouble du spectre de l'alcoolisme fœtal, vous ne faites pas une prise de sang et vous ne le voyez pas. Vous ne faites pas une analyse génétique et vous le trouvez. Non. C'est une analyse de plein d'éléments. Je crois qu'il y a 300 ou 400, je dirais, expressions qui peuvent, les unes après les autres, vous additionner. L'origine, un petit périmètre crânien, ceci, cela, vous vous dites, bah oui, ça corrobore, bah oui. Mais ce qu'exprime Pierre, sa pathologie, la manière de l'exprimer, ça va pas être forcément exprimé de la même manière par je dirais, un autre adolescent ou adulte touché par le SAF. Voilà, c'est multiforme. Je comprends pour les professionnels, c'est difficile, parce que bah, c'est comme pour tout, il faut du temps. C'est ça la problématique. Parce qu'il y en a qui s'y intéressent et qui voient qu'il y a quelque chose.
Donc, on ne l'invente pas. La pathologie de Pierre, elle n'est pas inventée. Les difficultés qu'il a, c'est pas inventé. Malheureusement, les victimes sont là aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les actes de Pierre, il s'en veut, il vous l'a très bien dit, ce qu'il voulait c'est mourir, et encore maintenant il a des moments où il veut mourir, parce que par rapport à ce qu'il a fait, c'est très difficile pour lui de vivre, mais dans ces moments-là, je suis obligée de lui dire « Oui Pierre, mais tu n'es pas le seul à vivre avec ça. Il y a d'autres personnes qui ont... » Voilà. C'est tout ça qu'aurait pu, je dirais, être évité. Si ils avaient fait l'effort de se poser la bonne question. Parce que comment comprenez-vous que la seule fois où j'ai eu un psychiatre, où je me suis dit, mais mon Dieu, pince-toi, tu rêves, c'est le psychiatre de Fresnes. Quand ils m'ont appelé et m'ont dit, madame, voilà, votre fils vient d'arriver, on va l'orienter vers le QSA, mais j'ai dit, mais vous savez ce qu'il a... Mais vous inquiétez pas, madame, on va s'en occuper, on connaît, on va le faire, on va l'aider. C'était la première fois quand un psychiatre me disait, vous inquiétez pas, madame, on va l'aider. Il a fallu qu'il arrive au QSA de Fresnes. Alors s'il y a des médecins qui sont capables de vous dire ça quand vous êtes incarcéré, pourquoi ils ne sont pas capables de le faire avant ? Alors, est-ce qu'il a tout compris ? Non. Je pense que j'ai beaucoup aidé à ce qu'il comprenne. Quand j'allais le récupérer après garde à vue, quand j'allais au parloir pour lui expliquer. Seul, il n'aurait pas assimilé le pourquoi du comment. Parce qu'il faut savoir aussi que lors de sa première incartade, on va dire, et qui a déclenché une grande partie du processus judiciaire, c'est que Pierre, il a parlé de plein de choses en garde à vue, hein. Donc, c'était pas béni, hein, pour, je dirais, le monde judiciaire, quoi. Ils n'ont jamais vu quelqu'un raconter autant de choses, quoi. On leur avait même pas demandé, hein. Donc, non. De toute façon, j'ai toujours dit à Pierre, on ne ment pas. Donc ça, c'est une chose. Mais, alors, le parcours judiciaire, honnêtement, par rapport par exemple, quand il a eu ses premiers problèmes sur notre région, puisque le problème le plus grave est sur Paris, ils ont fait leur travail. Les policiers ont fait leur travail. Les juges, me semble-t-il, ainsi qu'à l'époque le procureur qui avait requis, a fait son travail. Le premier juge d'instruction en charge du dossier de Pierre, elle a fait son travail. Elle a fait son travail avec les éléments qu'ils avaient. Donc, et j'ai bien vu quand il y a eu la décision d'incarcération de Pierre, puisque dans le premier temps, il y avait eu un contrôle judiciaire et le parquet a fait appel. Donc 15 jours après, il y a eu je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois, il me donne la parole. C'est vrai qu'à chaque fois, même si je n'ai pas à la donner, il me donne la parole quand même. J'ai chaque fois senti du monde judiciaire, c'est oui, il y a quelque chose là, mais j'ai pas d'autre solution que l'incarcération. Je comprends qu'il y a une pathologie, je comprends qu'il y a un aspect médical, mais moi je dois protéger la société, je dois protéger la société de cette personne qui potentiellement est dangereuse plus ou moins. Et qu'est-ce que j'ai à m'apporter ? Eh ben j'ai la prison. C'est là, il y a un grand vide. C'est pour ça que le monde judiciaire, ils font ce qu'il y a à faire, hein. Voilà. Là où ça ne va pas du tout, c'est le monde médical et notamment la psychiatrie. Et il faut savoir ce qui est le plus grave dans l'histoire, c'est que le juge
on va lui demander, il va demander des expertises psychiatriques. Et il va obligatoirement prendre, pas sa décision là-dessus, mais sa décision va être conditionnée ou influencée par ses expertises psychiatriques. Je ne veux pas dire que toutes sont mauvaises, mais par rapport à la pathologie de Pierre, j'ai pas envie de rigoler, mais ça me fait sourire. Hein. Comment voulez-vous qu'un juge prenne une décision logique alors que le psychiatre ne sait même pas de quoi souffre la personne? Ce qu'il faut, c'est un accompagnement médical. C'est un accompagnement encadré. Ils ont besoin d'un encadrement, d'accord? Mais pas pénitentiaire. Avec du médical et du socio-médical. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des potentiels pas possibles, je dirais. Ce sont des problèmes psychiques. Bon, c'est pareil, comme dans tout handicap, vous avez une gradation. Il y en a qui pourront plus que d'autres. Mais moi, je suis intimement persuadée que si Pierre avait été diagnostiqué plus tôt, alors je me pose encore la question, est-ce que s'il avait eu une AVS, il aurait pu faire une scolarité plus longue? Mais je me dis, bon, c'est tellement dur d'avoir des AVS, il y a des enfants qui, malheureusement, demandent plus que mon fils. Est-ce que, par exemple, l'Ulysse, moi, je sais pas ce qu'il en penserait, mais l'Ulysse, c'était quelque chose de très bien, parce qu'ils étaient dans le monde normal, ils n'étaient pas exclus. Mais vous avez quoi? Vous avez du primaire, vous avez du collège, et après, vous n'avez plus rien. Mais ça sert à rien de leur donner l'illusion qu'ils vont s'en sortir. Si arrivé à 16 ans, on leur dit, ben, désolé. Voilà. Je dirais, la société où on est, il faut se poser la question, c'est quoi une société qui se dit développée, égalitaire, fraternelle, et qui laisse de côté les personnes qui ont un handicap, comme les personnes âgées? C'est exactement le même combat, la même chose. Vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas ce qu'on appelle la norme. Moi, quand j'ai fait le dossier de MDPH de Pierre, bon, il a eu la RQTH, il y a eu d'autres choses, et j'ai fait appel parce qu'il y avait un élément qu'il n'avait pas et qui me semblait important, c'est la possibilité de travailler en ESAT. Mais qu'est-ce que j'avais pas fait de demander? La réponse qu'on m'a dit, c'est « mais madame, il a l'AH ». Ah ben, il a l'allocation adulte handicapé, donc qu'est-ce qui vient un peu nous embêter, quoi? L'AH, je n'ai pas eu à la demander. Ça a été attribué automatiquement. C'est pas pour moi, c'est pour Pierre, d'accord? Mais c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent je dirais, qu'il quémande. C'est une intégration. C'est une aide pour pouvoir, je dirais, être autonome et indépendant. Ne pas dépendre autant des autres. Et ils en sont capables. Comme beaucoup, je pense, de personnes en situation de handicap. Alors, pourquoi j'ai accepté de témoigner? Déjà parce que mon fils a accepté. Voilà, c'était la première chose, je lui en ai parlé, il m'a dit oui. Donc j'ai respecté, donc je pense que je suis l'autre volet de son histoire. Pourquoi j'ai accepté de témoigner? Alors, il y a un élément qui pourrait paraître négatif, c'est parce que je suis en colère. Je suis en colère de la situation où est mon fils, mais pas que mon fils, parce que quand on commence à s'intéresser comment sortir de là, on se rend compte qu'on n'est pas seul. C'est inadmissible que de telles situations, je ne veux pas dire existent, mais ne soient pas entendues. Alors entendues de qui? Je pense qu'en premier lieu, il y a l'éducation nationale. Après, il y a tout ce qui est services sociaux. Mais à tout cela, le SAF, ça ne dit rien du tout.
À rien du tout. Ils ont mis des années à comprendre que l'autisme pouvait exister et que les autistes pouvaient être intégrés, etc. Alors le SAF, hein, alors qu'il faut savoir que le SAF, il peut être évité. C'est un handicap qu'on peut éviter. C'est ça le plus triste dans l'histoire. C'est qu'on n'en parle pas, mais alors on peut l'éviter. Il suffit que pendant la grossesse, compte tenu des connaissances actuelles, la mère ne boive pas. C'est tout. Elle peut boire avant, je veux dire sa vie d'avant, elle peut boire après. Il y a. Mais toute cette pathologie, tout le coût humain, et accessoirement le coût peut-être financier quand même, ça peut être évité. Et c'est pas difficile de faire passer ce message-là. C'est simplement, on ne boit pas. On ne boit pas pendant la grossesse. C'est tout. Donc, vous voyez, il y a déjà l'école, tout ça, le social, et après le médical. Alors là, c'est un petit peu plus en colère, parce que normalement, le médical, il devrait être un petit peu plus informé. Surtout que on sait que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, ils maîtrisent plus cette pathologie-là. Ils l'ont étudiée plus, ils savent comment on peut intégrer la société, comment on peut vivre, avec quelles difficultés, comment adapter, etc. Donc, qu'on nous dise pas, ça n'existe pas, c'est pas possible. Si. Et puis après, le monde judiciaire, moi je dirais le monde judiciaire, il fait son travail, et je pense que c'est pas peut-être lui qui peut potentiellement être le plus facilement à l'écoute, parce que moi, des éléments que j'ai pu voir, ils ne sont absolument pas fermés à se poser les questions. Je ne veux pas dire qu'ils ont les solutions, ils ne vont pas les avoir tout seuls, mais ils sont dans une démarche de se dire oui, on ne peut pas mettre tout le monde dans les mêmes cases. Et il y a des personnes où il y a des actes, oui, il y a quelque chose qui nous échappe. Voilà. Donc, le monde judiciaire, je pense que c'est un monde avec lequel il est peut-être plus facile d'essayer de nouer un dialogue et d'arriver à quelque chose. Mais c'est pareil, lui tout seul, il n'y arrivera pas. Si le social ne suit pas derrière, et si vous avez des expertises psychiatriques qui valent rien du tout. Voilà. Ça paraît énorme, mais je pense que non. Il suffit d'un peu de bon sens, un peu de volonté dans tous ces strates administratives pour faire bouger les choses. C'est pas forcément demander des millions, non. Il y a des structures qui peuvent être adaptées, je pense que c'est pas difficile. Si on veut, c'est pas difficile. De toute façon, quand on est parent, on se bat. Il faut aller vers les associations. Là, moi, je suis dans l'association Vivre avec le SAF. C'est vrai que ça m'a psychologiquement de savoir que je n'étais plus seule. C'est énorme. C'est énorme. Que mon enfant n'avait pas quelque chose d'extraordinaire, c'est énorme déjà. C'est que le début, mais c'est déjà énorme. Et je vois énormément échanger avec les familles qui sont dans le même cas. Je vois bien dans l'association, on a tous des problématiques différentes parce qu'on a des enfants qui n'ont pas le même âge. Il y en a, c'est la petite enfance, il y en a qui sont au collège, il y en a comme Pierre qui sont au début du monde adulte, il y en a, voilà. Donc, mais je pense que cet échange-là est énorme pour les parents parce que comme me semble-t-il, dans tout handicap, c'est les parents qui donnent le plus, qui donnent le plus, parce que faut jamais, c'est dur à dire, mais faut pas baisser les bras, on n'est pas seul. Mais c'est dur.
On va pas faire un monde idyllique, c'est très dur. C'est très dur de faire reconnaître la pathologie, c'est très dur après de faire reconnaître parce que par rapport au handicap, je parlais tout à l'heure, par exemple l'autisme ou tout ça, je veux pas dire qu'ils sont en première ligne, il n'y a pas d'handicap plus grand ou plus petit, voilà, mais c'est quelque chose qui parle plus. Le SAF, la majorité, même dans ma famille, quand on en a parlé, une famille lambda, hein, voilà, voilà, et quand on en discute un petit peu autour, c'est inconnu. Donc, faut aussi, par rapport au grand public, arriver à faire prendre conscience que c'est pas l'interdit de l'alcool, on n'est pas... je ne suis pas, j'aime bien le bon vin, hein. Voilà, mais que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et ça peut être évité. Faut pas oublier ça. Ça peut être évité. Mais c'est dur. C'est dur pour votre enfant de subir ça, d'encaisser tout ça. Moi, quand vous avez votre enfant qui vous dit, mais maman, moi, de toute façon, la seule solution, c'est que je meure. Moi, il y a des moments, je suis arrivée à me dire, mais de quel droit tu le laisses vivre? Tu le forces à vivre? De quel droit? Tellement vous avez votre enfant qui est malheureux, qui souffre, vous le sentez, même s'il n'est pas ma chair, vous le sentez. Il souffre et vous vous posez la question, vous vous dites, mais de quel droit je le force à vivre? C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est comme ça. Donc faut faire face. Et se battre. Toujours. Toujours.